Allez, monte, nous allons faire une tournée des planètes voisines de la Terre. Commençons par Mercure, la plus petite planète du système solaire. Pendant la journée, la température à sa surface peut atteindre les 430 degrés. Et pendant la nuit, elle peut redescendre jusqu'à moins 180 degrés. Si les températures sont si extrêmes, c'est parce que cette planète n'a pas d'atmosphère. Au lieu de cela, Mercure a une mince exosphère. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mercure n'est pas habitable. Les températures et le rayonnement solaire y sont trop sévères pour qu'un organisme puisse y survivre. Mais imaginons qu'il existe un moyen de vivre sur Mercure. À quoi la vie ressemblerait-elle sur ce gros caillou? Sa surface est semblable à celle de la Lune. Au cours des millénaires, les météorites y ont imprimé de nombreuses marques. Mais contrairement à la Lune, la surface de Mercure est gris-brun. Maintenant, regardons l'air. Vu de Mercure, le Soleil paraît presque 3 fois plus grand que vu de la Terre. Et sa lumière y est presque 7 fois plus intense. Je me demande quel type de lunettes de soleil il faudrait porter si nous vivions là-bas. La vie pourrait-elle apparaître un jour sur cette planète? Ne te fais pas d'illusions, c'est très peu probable. Maintenant, que dirais-tu d'atterrir sur Vénus? Tu crois peut-être que la planète la plus chaude de notre système solaire est Mercure, car c'est la plus proche du Soleil. Mais en réalité, c'est Vénus qui détient ce record. Qu'est-ce qui fait que Vénus est si chaude? La principale raison est son atmosphère. Elle est composée presque entièrement de dioxyde de carbone. Et elle est si épaisse qu'elle provoque un réchauffement continu à la surface. En gros, les gaz de l'atmosphère emprisonnent le rayonnement thermique. Cette planète ne se refroidit donc tout simplement jamais. L'eau présente à sa surface se transforme constamment en vapeur. Si Vénus était un plat, son atmosphère serait donc comme un micro-ondes. Voilà pourquoi les températures peuvent y atteindre les 465 degrés. À quoi ressemblerait la vie sur Vénus? Sur Terre, les saisons changent à cause de l'inclinaison de la planète. Mais Vénus ne connaît pas de changements importants tout au long de l'année. Tout y est à peu près constant la nuit comme le jour. Et qu'en est-il du ciel? Les nuages sur Vénus sont jaunes ou d'un blanc très vif. Ils sont principalement composés d'acide sulfurique. Mais alors, pourquoi Vénus apparaît-elle rouge-orangé quand on la regarde depuis la Terre? Déterminer les vraies couleurs des planètes a toujours été très délicat. La coloration d'un corps spatial sera différente selon l'endroit d'où tu la regardes. Si nous voyagions jusqu'à Vénus, nous y trouverions une surface brun-rouge. Les molécules de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique retiennent la lumière qu'elle reçoit du Soleil. D'où la teinte rouge-orangé de la planète. Et sais-tu qu'on dit souvent que Vénus est la jumelle de la Terre? Les deux planètes sont de taille presque égale. Toutes deux ont des surfaces relativement jeunes et des atmosphères épaisses et nuageuses. De plus, l'orbite de Vénus est également la plus proche de la Terre. On pourrait donc s'interroger sur la possibilité de la vie sur cette planète. Mais je suis désolé de te l'annoncer, non, Vénus n'est pas habitable. Notre prochaine destination est Mars. Contrairement à Vénus, il y a des saisons sur Mars en raison de l'inclinaison de son axe de rotation. Elle connaît également un phénomène saisonnier secondaire à cause de son orbite fortement elliptique. Son hémisphère sud connaît des hivers plus froids et des étés plus chauds que son hémisphère nord. La température moyenne sur Mars est de moins 60 degrés. Mais la chaleur peut aussi varier entre les pôles et l'équateur. Et elle peut varier de façon spectaculaire en une seule semaine. Mais ce n'est pas si terrible comparé aux deux planètes précédentes, hein? Mars est-elle habitable? La première chose dont un organisme devrait s'inquiéter ici, c'est du rayonnement spatial. La Terre a un champ magnétique et une atmosphère épaisse qui protège sa surface des radiations. Mars ne possède ni l'un ni l'autre. Sa gravité correspond à 1/3 de celle de la Terre. Et avec une gravité plus faible et une atmosphère plus ténue, il serait très difficile pour une créature de survivre sur la planète rouge. En 2013, la NASA a découvert un ancien lac d'eau douce qui aurait pu être un jour un environnement hospitalier pour la vie microbienne. Il existe des preuves que de l'eau liquide a jadis été présente sur Mars. Cela suggère que Mars aurait pu disposer d'un environnement favorable à la vie. Qu'est-il donc arrivé à toute cette eau? La théorie la plus couramment admise est que l'atmosphère de Mars s'est trop raréfiée et est devenue trop froide pour que de l'eau liquide subsiste à sa surface. Sa disparition pourrait aussi être liée à la perte des premiers champs magnétiques. Ou ce serait sa taille qui serait tout simplement en cause. Mars est sans doute trop petite pour conserver de l'eau. Donc, pour l'instant, Mars n'est pas habitable. Mais nos scientifiques continuent d'envoyer des missions vers la planète rouge. Peut-être feront-ils de nouvelles découvertes? On verra bien. Et maintenant, Jupiter.
Tu t'es déjà demandé à quoi la vie pourrait ressembler sur la plus grosse planète de notre système solaire ? Jupiter est assez peu propice au développement biologique. Les températures sur cette planète ainsi que sa composition ne sont pas du tout favorables à l'apparition de formes de vie. Jupiter possède des couches de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et ces gaz occupent toute la planète. Littéralement, il n'y a aucune surface solide. Les gaz vont jusqu'au noyau. Sous la surface, ils deviennent liquides et se transforment en plasma car la pression atmosphérique y est bien plus intense que n'importe où sur Terre. Pour mettre les choses en perspective, un organisme sur Jupiter devrait pouvoir résister à une pression atmosphérique 1000 fois supérieure à celle de notre planète. Un être vivant pourrait-il survivre dans de telles conditions ? Peu probable. Jupiter n'est absolument pas habitable. Mais bon, il paraît que sa lune, Europe, elle, pourrait l'être. Changement de décor. Saturne. C'est la deuxième plus grande planète de notre système solaire. Comme Jupiter, Saturne est une boule de gaz géante principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et la température sur cette planète ? Elle est glaciale. Et puis, il y a des vents extrêmement puissants. Les vents dans la haute atmosphère de Saturne atteignent une vitesse de 490 mètres par seconde. Comparons ça aux tempêtes sur Terre pour mieux comprendre. L'ouragan le plus puissant jamais enregistré chez nous se déplaçait à une vitesse de 107 mètres par seconde. Donc, la réponse à la question « Y a-t-il de la vie sur Saturne ?» est plutôt évidente. La vie telle que nous la concevons n'y existe pas. Notre prochain arrêt est Uranus, l'une des plus grandes géantes de glace. L'atmosphère d'Uranus est dominée par la glace. Mais ce n'est pas la seule chose qui explique la couleur bleue de cette planète. L'autre raison est le méthane dans son atmosphère. Il absorbe la lumière rouge et reflète le bleu. Et c'est la même chose sur Neptune. Uranus est la planète la plus froide du système solaire. Les températures peuvent y descendre jusqu'à moins 224 degrés. La vie sur Terre a besoin de la lumière du Soleil qu'elle transforme en énergie. Mais il n'y a rien sur Uranus pour produire l'énergie indispensable à un quelconque développement. Bref, Uranus n'a pas l'environnement nécessaire pour abriter la vie. Allons voir du côté de Neptune, la deuxième géante de glace. Qu'y a-t-il sur cette planète la plus éloignée du Soleil ? De toute évidence, il y fait incroyablement froid. Il n'y a ni source d'énergie pour la vie bactérienne, ni aucune eau liquide. Les scientifiques pensent qu'il est peu probable qu'on trouve de la vie sur Neptune à cause de ces conditions si peu hospitalières. Alors, qu'est-ce qui rend notre planète habitable ? Et je ne parle pas seulement de la vie humaine. Je parle de tous les organismes, même des microbes. La vie nécessite des conditions très particulières pour être possible. Tous les êtres ont besoin de nourriture, d'eau et d'une température appropriée pour se développer. L'atmosphère est absolument cruciale. Les humains, par exemple, ont besoin d'oxygène pour respirer. Et ils ne peuvent survivre que si les températures ne sont ni trop hautes ni trop basses. Et puis, il y a la gravité. Les conditions sur les autres planètes sont très éloignées de celles qu'on trouve sur Terre. La vie n'aurait donc probablement rien à voir avec celle que nous menons ici. Tous les êtres vivants se sont adaptés à l'atmosphère terrestre. Dans ces autres mondes, ils seraient confrontés à des conditions de survie à chaque fois très particulières. La chaleur du Soleil est sous nos pieds. Les scientifiques ont découvert que le noyau de la Terre est en réalité aussi chaud que la surface du Soleil, environ 6000 degrés Celsius. L'une des raisons pour lesquelles il fait si chaud là-dessous est que la Terre perd encore de la chaleur datant de sa création, il y a des milliards d'années. De plus, lorsqu'un objet aussi gros que Mars a percuté la jeune Terre, il a non seulement créé la Lune, selon une théorie, mais il a aussi fait fondre la surface de la planète. Une grande partie de cette chaleur supplémentaire est probablement encore stockée à l'intérieur du noyau. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est plus difficile pour nous d'accéder au noyau de la planète que de sonder la surface de Pluton. En fait, il y a de fortes chances que nous ne développions jamais une technologie qui nous permette d'atteindre physiquement le noyau. Il n'y a pas d'air sur la Lune. Mais alors, comment peut-il y avoir de la rouille ? Des scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune, qui est une sorte de rouille. Un instrument de recherche spécial de la NASA a examiné la lumière réfléchie par la surface de la Lune. Il s'est avéré que la composition des pôles de notre satellite naturel était très différente du reste de la Lune.
La surface est parsemée de roches riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut pas apparaître. Les vents solaires ajoutent au mystère. Ils bombardent la Lune d'hydrogène. Or, l'hydrogène rend la formation d'hématite beaucoup plus difficile. Même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle a toujours des traces d'oxygène. Sa source est la haute atmosphère de notre planète. La Terre protège aussi la Lune de presque 100% des vents solaires, mais pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est complètement sec, il pourrait y avoir de la glace d'eau dans les cratères ombragés de sa face cachée. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés, et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de Mars déchireront Phobos et cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de la planète. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Au centre de la Terre, le noyau occupe 15% du volume de la planète. Il se compose de 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau interne est une boule solide composée de fer et de nickel. Son rayon est de 1220 km, ce qui représente 20% du rayon de la Terre entière et 80% du rayon de la Lune. Le noyau externe, d'une épaisseur de 2400 km, est liquide. Il est aussi composé de fer et de nickel, mais il n'est pas assez sous pression pour être solide. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire. Bien que de nos jours tout semble calme sur Mars, dans le passé, une sorte de force a provoqué la formation et l'éruption d'énormes volcans. L'un de ces volcans est Olympus Mons. Il mesure 26 km de haut, soit 3 fois la hauteur de l'Everest, et 600 km de large, soit la taille de l'Arizona. Le volcan a atteint une telle taille à cause de la faible gravité sur Mars et de l'absence de mouvement des plaques tectoniques. La gravité n'est pas la même partout. Les roches, métaux et autres minéraux et substances qui composent la planète sont plus serrés dans le sol à certains endroits qu'à d'autres. Cela a des conséquences surprenantes. La gravité varie légèrement selon l'endroit où tu te trouves. Tu pèses 0,5% de moins à l'équateur qu'au pôle. Dans la plupart des cas, cela représente une différence de moins d'1 kilo. L'altitude à laquelle tu te trouves a aussi un effet. Donc si tu étais au sommet du mont Everest, tu pèserais aussi légèrement moins. L'être vivant le plus résistant de la Terre est si petit que tu ne peux pas le voir. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont de mignonnes petites créatures avec 8 pattes et des têtes écrasées qui font moins d'1 centième de centimètre. Malgré leur taille microscopique, ils peuvent survivre pratiquement partout. Ils préfèrent les morceaux de mousse humide ou le fond des lacs, mais ils ne se plaindront pas si tu les places dans un endroit vraiment inconfortable. Ils peuvent supporter un froid extrême et une chaleur incroyable, et survivre à une pression énorme et à des radiations élevées. Certains de ces oursons ont même réussi à survivre sans protection dans l'espace pendant 10 jours. Ils gèrent tout cela en se roulant en boule et en hibernant, ce qui réduit leurs besoins en oxygène et en nourriture. La gravité de la Lune est environ 17% de celle de la Terre. Si tu pesais 91 kg sur notre planète, ton poids lunaire passerait à seulement 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu peux porter sur Terre. Il serait aussi plus facile de marcher sur la surface de la Lune. Mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, à l'intérieur d'une combinaison spatiale lourde, s'enfonceraient dans le sol lunaire jusqu'à 15 cm de profondeur. Mais imaginons que tu décides d'éviter le processus fastidieux de la marche en sautant dans les airs. Tu perdrais alors probablement le contrôle de tes sauts en un rien de temps. De plus, la surface de la Lune est jonchée de profonds cratères. Les éviter tous serait un exploit. Tu peux voir les éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 50 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil à cause de son orbite changeante. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûte la somme faramineuse de 12 millions de dollars, dont 70% sont consacrés aux modules de commande et aux sacs à dos. Au centre même d'Uranus, il y a un noyau rocheux, relativement petit, juste la moitié de la masse de la Terre. Comparé aux autres planètes, le noyau d'Uranus est plutôt froid, 5000 degrés Celsius.
Un manteau de glace entoure le noyau solide et il représente la plus grande partie de la planète, environ 80%. Mais ce n'est pas la glace à laquelle tu pourrais penser. C'est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane, parfois appelé océan d'eau et d'ammoniac. L'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, mais elle a cette teinte bleu-vert à cause du gaz méthane qui absorbe la lumière rouge. L'océan sur Jupiter est plus grand que tous les autres du système solaire, mais contrairement aux océans de la Terre, il n'est pas fait d'eau, mais d'hydrogène métallique. La profondeur de cet océan est époustouflante, 40 000 km, soit presque autant que la circonférence de la Terre. Vénus est une championne en matière de volcans. Elle en compte environ 1600, mais aucun d'entre eux n'est connu pour entrer en éruption. Il y a un trou noir supermassif à 250 millions d'années-lumière de nous. Il émet le son le plus profond jamais détecté pour un objet de l'univers. Il est 57 octaves plus bas que le do central de ton piano. C'est un quadrillion de fois plus profond que ce que nous pouvons entendre. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'avait pas encore fini de se refroidir. Il existe des planètes qui ne sont liées à aucune orbite stellaire et qui errent sans but dans l'espace. Parmi les objets spatiaux les plus spectaculaires se trouvent les pulsars. Les pulsars sont un type d'étoiles à neutrons. Ils expulsent une partie de leur matière presque à la vitesse de la lumière. Les pulsars réguliers tournent à une vitesse raisonnable, entre 1/10 et 60 fois par seconde. Mais les pulsars millisecondes peuvent tourner à une vitesse impressionnante de 700 fois par seconde, ce qui est bien trop rapide pour que l'œil humain puisse le détecter. Lorsqu'ils tournent, ils émettent un faisceau de radiation depuis leur axe qui ressemble à la lumière d'un phare. Les astronomes peuvent remarquer les pulsars lorsqu'ils font face à la Terre, car on dirait qu'une lumière est braquée sur notre planète. Lorsque la lumière brille ailleurs, le pulsar ne peut pas être vu. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu veux une preuve ? 99,86% de toute la masse du système solaire est la masse du Soleil, composée en particulier de l'hydrogène et de l'hélium. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète de 1 mètre de large, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle tu t'attends. Il neige des métaux et il pleut de l'acide. Pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. Une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont en quelque sorte survécu à la grande explosion des supernovas. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement consumée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, lequel était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale n'était peut-être pas assez puissante pour détruire l'étoile, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Une autre de ces étoiles zombies est une ancienne naine blanche ou un résidu d'explosion qui a englouti tellement de matière d'une autre étoile qu'étonnamment, elle a explosé de nouveau. Si tu vas sur la Lune un jour et que tu vois des empreintes fraîches, cela ne signifie pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou autres marques similaires peuvent y rester 1 million d'années, car la Lune n'a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas de vent qui pourrait lentement effacer ces empreintes. Dans l'espace, tu serais assez fort pour souder 2 pièces de métal ensemble avec tes propres mains. Ok, ça n'a rien à voir avec la force. Tu aurais juste à les presser ensemble et c'est tout. L'oxygène de notre atmosphère forme une fine couche à la surface du métal qui agit comme une barrière. C'est pourquoi ce tour de force, impossible sur Terre, est parfaitement plausible dans l'espace. D'ailleurs, si tu y vas un jour, n'enlève pas ta combinaison hors du vaisseau spatial. L'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène se trouvant dans tout ton corps, et tu gonflerais comme un ballon. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour t'empêcher d'exploser. Maigre consolation. Si
tu regardes un film émouvant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour de tes globes oculaires, tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide à la surface de ton corps s'évaporera, y compris la salive sur ta langue. En parlant de brûler, on ne peut pas faire de feu dans l'espace car il se nourrit d'oxygène et comme il n'y en a pas dans l'espace, si un incendie se déclare dans une navette, il suffit de couper le système de ventilation. Cela deviendrait plus compliqué si de la fumée se produisait et que certains matériaux fondaient dans des conditions de gravité réduites. Les extincteurs à mousse ordinaires que nous utilisons sur Terre sont d'ailleurs inutiles ici, car ils libèrent de la mousse de manière disparate. Des chercheurs sont en train de mettre au point un extincteur qui éteindrait les incendies en utilisant des ondes sonores. Plus l'intensité du son est élevée, plus il peut éteindre de grandes flammes, mais les astronautes risquent de devenir sourds si la fréquence est trop élevée. Un trou noir n'est pas un monstre affamé qui se balade et à la gravité duquel rien ne peut échapper. Lorsqu'une chose s'approche du point de non-retour, que nous appelons aussi l'horizon des événements, elle disparaît sans jamais revenir en arrière. Mais selon la physique quantique, rien ne peut véritablement être réduit à néant. Il s'agit donc d'un paradoxe. C'est Stephen Hawking qui a pensé que les trous noirs n'avaient pas vraiment d'horizon des événements. Peut-être ont-ils des horizons apparents qui emprisonnent les choses pendant un certain temps et que l'énergie piégée finit par s'échapper sous une forme différente. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme un spaghetti. Cela se produit parce que la forme gravitationnelle tente d'étirer un objet dans une direction tout en le comprimant dans une autre. Autre paradoxe. D'ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une énorme montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée qui s'appelle Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Plus de 23 000 débris spatiaux plus gros qu'une balle de baseball flottent au-dessus de notre planète en se déplaçant à plus de 28 000 km/h. Et il y en a environ 500 000 qui ont la taille d'une bille. Les déchets spatiaux sont généralement des débris composés de particules naturelles appelées météoroïdes et de particules artificielles, comme celles que nous fabriquons sur Terre. Les météoroïdes tournent en orbite autour du Soleil, alors que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de la Terre. Nous avons lancé environ 9000 engins spatiaux de par le monde, satellites ou fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial avec des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles. Les corps célestes sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Elle pourrait constituer 25% de l'univers. L'énergie noire constitue le reste des 70% de l'univers. Les scientifiques ne savent pas grand-chose à son sujet, mais ils pensent que l'énergie noire pourrait être à l'origine de l'expansion croissante de l'univers, tandis que la matière noire la ralentit. La matière noire n'interagit ni avec nous, ni avec elle-même. Si c'était le cas, nous trouverions des galaxies de matière noire, des planètes de matière noire ou d'autres objets de ce type. Les astronomes ont trouvé par hasard le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. Il s'agit du vide géant qui s'étend sur 1 milliard d'années-lumière. L'un des membres de l'équipe s'ennuyait et a voulu voir comment les choses se passaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique ou FDC. C'est une faible lueur qui tombe sur notre planète depuis différentes directions et qui remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années, comme la rémanence qui s'est produite après le Big Bang. Mais au lieu du FDC, ils ont réalisé qu'il y avait une zone immense, beaucoup plus froide que ce à quoi ils s'attendaient. L'équipe a tenté de chercher des signaux radio, mais en vain. Cela signifie qu'il n'y a ni galaxie, ni amas cosmique, et à cause de ce froid, il n'y a pas non plus de matière noire ni de matière tout court. Donc le vide géant est juste vide, et les chercheurs pensent qu'il pourrait être constitué d'énergie noire. La lumière peut tout de même le traverser, et ce n'est pas la seule zone vide de l'espace, mais c'est la plus grande connue. La zone autour d'une étoile est habitable lorsqu'elle n'est ni trop froide ni trop chaude
pour trouver de l'eau liquide sur les planètes environnantes. Imaginons que notre planète se trouve là où est Pluton. Étant trop loin du Soleil, nos océans et notre atmosphère seraient gelés. Mais si la Terre était à la place de Mercure, nous serions trop proches du Soleil et l'eau de notre planète s'évaporerait. Une telle zone habitable est appelée la zone boucle d'or. C'est là où se trouvent les planètes potentiellement capables d'héberger la vie à leur surface. Mais Europe, une des lunes de Jupiter, brise cette règle. Elle est en dehors de la zone habitable, mais elle est quand même suffisamment chaude. Pas directement grâce au Soleil, mais grâce à Jupiter et ses lunes qui pompent leur énergie en direction d'Europe. Cette dernière change de forme quand elle tourne autour de Jupiter, un peu comme les marées qui montent et descendent sur notre planète. L'eau sur Terre change de forme en réponse à la force de marée lunaire. Quand cela se produit avec un objet solide, cela crée une tension chez ce dernier, pompant ainsi de l'énergie vers lui. C'est comme jouer au tennis. À chaque fois que tu frappes la balle, elle se déforme et s'échauffe. La surface d'Europe est gelée, mais il y a des fissures dans la glace. On peut voir des crêtes dans cette glace, là où il y a des fissures. Ensuite, ces morceaux de glace se déplacent et gèlent de nouveau. Tu verrais une chose similaire si tu pouvais survoler l'océan Arctique en hiver. D'immenses couches de glace se brisent et regèlent constamment. Donc, Europe ne peut pas être complètement gelée. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide sous sa surface glacée. Europe n'est d'ailleurs pas la seule lune concernée. Une autre lune de Jupiter, Io, est également chaude à cause de cette même force, mais elle contient également des volcans qui sont constamment en éruption. Le Soleil n'est donc pas le seul à réchauffer les corps spatiaux et à leur fournir de l'énergie. De nombreux experts s'accordent à dire que l'univers pourrait toucher à sa fin d'ici 3 à 22 milliards d'années. Il est en expansion constante, ce qui signifie qu'il s'est formé à partir d'un état compact. S'il a un début, il aura probablement aussi une fin. Une théorie populaire affirme que son expansion va ralentir et que la gravité reprendra le dessus et le fera rétrécir, menant tout au chaos le plus complet. Galaxies, étoiles, planètes et corps célestes entreront en collision et se détruiront les uns les autres. C'est comme un Big Bang inversé, sauf que cette fois, tout sera comprimé. Eh bien, sur cette note joyeuse, je vous souhaite à tous de voir la vie du côté le plus sympa.